Salut et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de démystifier un petit peu l'hébergement d'applications Ruby on Rails et on va voir comment héberger une application avec Nginx et Puma. Donc pour cette vidéo, on va partir d'absolument rien, c'est-à-dire qu'ici, je n'ai même pas une application Ruby on Rails de fonctionnel et on va voir comment passer d'une application que l'on va créer à une application en ligne. Donc ce que je vais faire pour cette démonstration, c'est que je vais créer en local une nouvelle application Ruby on Rails et je vais utiliser pour cela le driver MySQL. Et on va l'appeler GraphiCart Dev. Et on va lui dire, hop, je veux utiliser une base de données de type MySQL. Donc je vais ensuite ouvrir le dossier courant et je vais aller ouvrir mon application GraphiCart Dev. Et je vais l'ouvrir ici avec Sublime Text, mais vous pouvez travailler avec n'importe quoi. Donc la première chose que je vais modifier, c'est la partie base de données. Donc dans la partie configuration, dans la partie database. Moi ici, je suis en local, je travaille avec un login qui va s'appeler root et un mot de passe qui va s'appeler root. Et le nom de ma base de données, ça va être tuto, parce que j'ai été très inspiré. Et c'est tout ce que je vais changer pour le moment. Donc histoire de tester les choses et de tester le déploiement, on va créer une petite application qui permet de gérer des articles par exemple. Alors on va pas se compliquer la vie, on va utiliser pour cela le système de scaffold. Donc on va faire un coup de Rails, G, scaffold, et on va créer un système d'articles avec un nom. Donc là on va dire c'est une chaîne de caractères, et du contenu, c'est un texte. Et ça ne fonctionne pas évidemment parce que je ne suis pas dans le bon dossier. Donc on va aller dans GraphiCart Dev et je retape ma petite commande. Donc maintenant que mes différents fichiers sont créés, je fais une migration au niveau de ma base de données avec un Rails db migrate. Et ensuite, je vais lancer le serveur sur le port par défaut, donc qui sera le port 3000. Du coup, au niveau de mon navigateur, si je tape localhost de .3000 et que je vais sur la page des articles, je vois bien que j'ai mon système qui me permet de gérer, et donc d'ajouter des articles, de les éditer, de les voir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est déployer cette application qui est magnifique en ligne et sur un serveur qui est équipé de Nginx. Donc j'ai déjà ici, moi, lancé un serveur qui répond au nom de domaine graphicart.dev. Si j'essaie de m'y connecter et que je tape donc graphicart.dev, automatiquement, je tombe sur la page d'accueil de Nginx. C'est une configuration de base, hein. J'ai juste fait un coup de apt-get install Nginx et c'est tout. Donc la première chose que l'on va devoir installer sur ce serveur, ça va être Ruby. Alors on pourrait être tenté de faire un coup de sudo apt-get install et d'installer Ruby comme ceci, mais le problème c'est qu'on ne va pas avoir le contrôle sur la version sur laquelle on va tomber. Et ça c'est pas forcément une bonne chose. Donc on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. On peut utiliser RVM ou RBenv. Je vous donne les deux noms. RVM, alors attention c'est pas la radio, c'est ça. Et RBenv, ce sont des outils en fait qui vous permettent de faire cohabiter plusieurs versions de Ruby ensemble. Et c'est très très pratique si vous avez des problèmes d'incompatibilité. Donc pour installer, il faut d'abord rajouter la clé en copiant cette ligne-là. Donc je vais me rendre ici sur mon serveur et je rajoute la clé. Alors il me dit, il y a une petite erreur, alors ça peut vous arriver, c'est quand le serveur qui délivre les clés n'est pas up. Alors si vous allez dans la partie Secure Installation, hop, on vous donne cette autre commande à taper si jamais le serveur ne répond pas. Donc si jamais vous avez la même erreur que moi ici, vous utilisez cette seconde commande. Donc maintenant il a rajouté notre clé et on va pouvoir installer RVM. Donc je reviens sur la page originale et je tape du coup cette seconde commande. Donc l'installation est relativement rapide et à la fin, pour que ça soit bien pris en compte, il va falloir sourcer ce dossier-là. Donc on fait un coup de source, c'est dans le dossier RVM qui se situe dans le dossier utilisateur, c'est ensuite le dossier script, et ensuite c'est le fichier RVM. Voilà, maintenant j'ai accès à la commande RVM. Si je fais RVM list none, ça va me lister toutes les versions de Ruby qu'il connaît. Donc là, on voit qu'il y en a pas mal. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va pas s'embêter, vu qu'on utilise la dernière version de Ruby on Rails, on va partir sur du Ruby 2.3. Donc pour installer cette version-là, vous tapez... Donc d'abord, vous quittez effectivement cette interface-là et vous tapez un coup de RVM, install la version que vous voulez installer. Moi, ça va être la version 2.3. Donc automatiquement, il va télécharger Ruby, il va télécharger les différentes dépendances, ensuite il va make et du coup il va faire un petit peu son bordel. Ça va prendre plus ou moins de temps suivant la machine sur laquelle vous êtes. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser tourner et on va revenir un petit peu sur notre environnement local et on va faire un petit peu plus de configuration. Donc pour déployer une application Ruby, la méthode la plus simple en général, c'est d'utiliser Capistrano. Ça va nous permettre de gérer les migrations, de faire les copies, de faire les liens symboliques.
Donc c'est quelque chose qui est vraiment conseillé lorsque l'on souhaite travailler avec Ruby on Rails. Donc ce que l'on va faire au niveau de notre dépôt local, c'est qu'on va installer Capistrano. Donc pour cela, je me rends dans mon fichier Gemfile et dans la partie développement, on va rajouter une partie concernant le déploiement. Donc on va installer plusieurs gemmes. On va installer la gemme Capistrano. Donc au niveau des versions, j'ai directement ce que j'ai pris sur RubyGems. Donc là c'est la version 3.6. Ensuite on va installer Capistrano-Rails. Donc ça rajoute des règles pour Capistrano concernant Ruby on Rails. Donc là on va prendre la version 1.1 qui est la version actuelle à l'heure à laquelle je parle. On va aussi prendre Capistrano-RVM. Donc ça c'est pour faire fonctionner Capistrano avec RVM évidemment. Donc là c'est la version actuellement, c'est la 0.1.2. Et enfin, on va installer un dernier truc qui est Capistrano Puma, qui va nous permettre de lancer le serveur Puma et de faire fonctionner notre application avec Nginx. Donc si vous cherchez Capistrano Puma sur Google, vous allez tomber sur ce dépôt-là qui contient les recettes. Donc lorsque vous voulez l'installer, au niveau de votre gemme, vous mettez ce petit truc-là. Comme ça, il va directement le télécharger depuis GitHub. Voilà, donc là j'ai fini ma configuration et du coup au niveau de mon terminal je vais faire un coup de bundle install. Donc je fais bundle install. Une fois que c'est fait, on va pouvoir lancer la génération des fichiers de Capistrano en faisant un coup de bundle exec, histoire qu'il le lance avec la version qui correspond à notre gemfile, et c'est cap install. Donc automatiquement ça va créer ces différents fichiers. De la même façon pour notre gemme Capistrano Puma, si je descends un petit peu plus bas, on a cette ligne-là qui est plutôt pratique, qui va permettre de générer les fichiers de configuration que l'on va uploader sur le serveur. Alors par défaut, ces fichiers de configuration sont bien foutus, donc normalement on n'aurait pas besoin de les modifier, mais vu que je veux vous montrer dans cette vidéo comment personnaliser les choses, c'est mieux de savoir que c'est là. Et hop, juste avant, il me demande si je veux envoyer des données perso. Non, je suis moyen motivé. Et ensuite, je fais un coup de railsg capistrano.nginx_puma config. Voilà, donc c'est les seules choses que l'on va avoir besoin de rajouter en local. Donc maintenant, je vais regarder un petit peu ce qui a été modifié. Donc je me retrouve avec Capistrano avec un fichier de déploiement. Ce fichier contient les informations pour déployer notre application. J'ai aussi au même niveau un dossier deploy qui contient les différents environnements, l'environnement de production et l'environnement de recettes s'il y a besoin. Et la commande que l'on a tapée en dernier, celle qui permet de générer les templates, a généré ce dossier-là. À l'intérieur de ce dossier-là, on va y retrouver la config par défaut de Puma. Donc on voit qu'ils utilisent pas mal de variables qui sont liées à Capistrano. Et la config de Nginx. Donc là où c'est plutôt sympa, c'est qu'il intègre directement une configuration Nginx toute faite. Donc lorsque l'on va vouloir mettre en place notre application, on va avoir quasiment rien à configurer. Et ça, c'est vraiment cool. Donc on est parti, on va modifier ce fameux fichier de déploiement. Donc on lock à une certaine version de Capistrano, on choisit un nom pour notre application, moi je vais l'appeler graphicart.dev. On doit choisir un dépôt distant, alors là ça va être problématique parce que pour l'instant on ne versionne pas, on verra ça juste après. On choisit où est-ce que l'on doit déployer sur le serveur. Donc nous on va respecter la logique de Nginx et on va déployer dans un dossier que l'on va appeler graphicart.dev et que l'on va mettre dans le dossier var www. Ou ce qui serait encore mieux, c'est plutôt de déployer dans le dossier de l'utilisateur. Donc on va faire /home/ donc moi mon utilisateur s'appelle Vagrant en l'occurrence, et ensuite le dossier s'appelle graphicart.dev. Donc ce dossier pour l'instant n'existe pas. Un petit peu plus bas, on précise les fichiers linkés. Donc vu qu'on va faire du versionning, on ne va pas forcément versionner des infos sensibles, comme par exemple la configuration de la base de données et les clés secrètes. Donc c'est la configuration de base, mais si jamais on veut rajouter des fichiers liés, c'est-à-dire des fichiers qui ne seraient pas versionnés, c'est là qu'on va le faire. Et de la même façon, ici, on met les dossiers qui ne sont pas versionnés. Donc dans le dossier temp, on a différents sous-dossiers. Donc on va laisser celui-là, celui-là et celui-là. En revanche, dans le dossier public, pour l'instant, je n'ai rien que je ne souhaite pas versionner, donc pour l'instant, je ne vais rien mettre. Voilà. Donc c'est la seule configuration que vous avez besoin de faire. Alors vous avez la possibilité de mettre un petit peu plus de configuration pour la partie Nginx. Donc par exemple, vous pouvez lui dire le nom du fichier de configuration qui va être utilisé. Donc pour cela, ça sera nginx_puma _config_name. Et ce fichier, on va l'appeler graphicart_dev. Ensuite, on peut préciser le server name. Donc ça sera le nom de domaine qui sera utilisé, server_name, pour notre application.
Donc ici, ça sera graphicart.dev. Si vous regardez au niveau de votre template, qui se trouve dans le dossier Deploy Templates, c'est ce que l'on voit ici. Il fait un fetch, et là, à cet endroit-là, dans le serveur name, il mettra ça. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit peu plus de choses. Là, c'est vraiment à vous de voir. Et vous pouvez de la même façon modifier cette configuration-là. Donc pour le coup, ça utilise la syntaxe ERB, mais c'est vrai que mon éditeur ici n'a pas la gestion de ce template-là, donc ça apparaît tout moche. Mais voilà, c'est de l'ERB classique, donc si vous êtes habitué à travailler avec Ruby, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Alors je vais revenir sur mon deploy.rb, on va continuer. Globalement, c'est tout ce que l'on a à modifier. Peut-être ce que vous pouvez aussi changer, c'est par contre pour la configuration de Puma. Donc là, c'est propre à cet environnement-là et je vous invite à faire des recherches Google sur la configuration. Vous pouvez gérer le nombre de workers. Donc ce nombre de workers doit correspondre au nombre de corps que vous avez. Et si vous voulez le changer, vous pouvez définir cette variable de configuration-là. Puma worker. Et vu que ma VM, elle, a 2 corps, je vais changer la version de Puma worker et mettre qu'on a seulement 2 corps. Voilà. Maintenant, je vais configurer mon environnement de production. C'est le nom du serveur sur lequel je souhaite envoyer. Du coup, hop, au niveau de production, ici, hop, je vais décommenter, ou allez, on va carrément l'écrire à la main. Je vais dire, je dois déployer sur le serveur qui a l'IP ou le nom de domaine graphicart.dev. Je lui donne le nom d'utilisateur à utiliser, donc moi ça sera Vagrant. Et je lui donne les rôles. Alors les rôles, ça permet normalement de splitter la configuration suivant différents environnements. Donc nous, on a un seul serveur qui va tout faire, donc on va lui dire, ça correspond à ces 3 environnements-là. Mais par exemple, lorsque vous allez faire une migration, des choses comme ça, ça peut être utile de séparer. Et ensuite, on peut préciser les options SSH. Donc ici, je vais mettre SSH Options, et je vais mettre pour le moment une seule option, qui est le Forward Agent. Ça veut dire que je vais utiliser l'agent de mon environnement local pour déployer, ce qui permettra d'éviter que le serveur ait besoin d'une clé particulière pour pouvoir avoir accès au dépôt Git par exemple. Maintenant, la dernière chose qui nous reste à modifier, c'est à la racine le fichier capfile. Ce fichier permet de définir les différents plugins entre guillemets que l'on require pour notre application. Donc nous, on va dire que l'on a besoin effectivement de RVM. Voilà. Ensuite, on va lui dire j'ai besoin de bundler parce que c'est ce que j'utilise en ligne pour pouvoir faire le bundle install. J'ai besoin aussi de Capistrano Rails. Donc là, il est possible de ne require que ce dont on a besoin pour pouvoir faire les migrations, les choses comme ça. D'ailleurs, hop, je vais supprimer le reste, sinon on va s'y mélanger les pinceaux. Ensuite, je vais lui dire j'ai besoin de Capistrano Puma et de Capistrano Puma /Nginx. Ça va être utile pour la configuration de Nginx. Voilà. Donc maintenant, hop, on est prêt à fonctionner. Alors si vous voulez voir l'ensemble des commandes qui sont disponibles avec Capistrano, avec tous les plugins que l'on vient de décommenter, vous faites un coup de cap-t, et hop, ça vous montre toutes les commandes qu'il est possible de faire. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Voilà, mais avant de faire notre déploiement, il va falloir configurer quelques petites choses sur le serveur et le préparer encore plus. Donc pour l'instant, on a installé Ruby 2.3. Donc maintenant, lorsque je tape Ruby-version, il me dit bien que j'ai la version 2.3. Je vais commencer par installer Bundler. Donc ça nous permettra de faire des bundle install. Vu qu'on a dit à Capistrano qu'on va utiliser Bundler, qui est nécessaire pour Ruby on Rails, on est obligé de l'installer préalablement. Ensuite, je vais avoir besoin d'une base de données. Donc ici, je suis sur un serveur où je n'ai installé que Nginx, donc il va falloir que j'installe MySQL. Du coup, je fais un coup de sudo apt-get install. On va installer MySQL-server, on va installer MySQL-client, et pour que Ruby on Rails arrive à communiquer simplement avec la base de données, il faut installer une dernière dépendance qui est la MySQL client-dev. Sans ça, la gemme MySQL n'arrive pas à fonctionner. Voilà, oui, je veux tout installer. Donc je mets un mot de passe pour mon utilisateur root. Donc ici, je vais mettre root. Encore une fois, c'est vraiment pour la démonstration. Évidemment, il faudrait mettre un mot de passe sécurisé. Et même en allant plus loin, créer une base de données avec son propre utilisateur et son propre mot de passe. Nous, on va pas non plus aller se compliquer la vie ici. Le but, c'est de faire une petite démonstration. Et on le laisse continuer son installation. Donc une fois qu'il a fini, je vais me connecter à MySQL. Et je vais créer la base de données. Donc je vais créer une nouvelle base de données que je vais appeler tuto. Et ensuite, je quitte. Donc ça, c'est bon pour l'environnement de la base de données. Autre chose, lorsque l'on fera un coup de asset compile, donc pour compiler les assets, CSS et JavaScript, on va avoir besoin de Node.js, d'un JavaScript runtime. Du coup, j'en profite pour faire un coup de sudo apt-get install Node.js.
Alors ça, c'est une étape que l'on peut complètement sauter si on choisit de ne pas utiliser le gestionnaire d'assets. Alors dans ce cas-là, si vous cherchez Capistrano Rails, donc nous dans le cap file, on a mis un coup de require et on a require capistrano/rails. C'est ce qu'il vous dit ici. Mais ce que vous pouvez faire, c'est faire ces 3 requires en séparé et choisir d'en retirer un. Par exemple, si vous n'avez pas besoin d'une base de données, vous retirez la partie migration. Si vous ne voulez pas faire un asset précompile, vous retirez cette partie-là. Vous pouvez après faire un petit peu ce que vous voulez, suivant les besoins. Du coup, au niveau des dépendances, on est bon, on a Node.js et MySQL. Il va falloir maintenant préparer les dossiers qui vont être utilisés. Donc je suis ici dans mon dossier /home/background, le dossier de mon utilisateur, et je vais créer donc mon dossier GraphiCart. Alors je sais plus comment je l'avais appelé, on va revoir ça. Je crois que c'était graphicart.dev, hein. Donc c'était dans la config, dans le déploiement. Hop. C'est graphicart.dev. Je me rends dans ce dossier-là et je vais préparer les différents fichiers. Donc j'utilise un coup de mkdir, récursif, et je lui dis de créer un dossier shared qui contiendra les fichiers et les dossiers qui seront partagés à travers les différentes releases. Et je crée un premier dossier log. Je crée un autre dossier qui va s'appeler, alors c'est temp/cache qui va contenir le cache. Ensuite, PID qui va contenir les processus et socket pour les sockets. Donc après, vous pouvez changer les permissions si besoin. Autre chose, je vais créer un dossier qui va contenir la configuration dans lequel je vais avoir le database.yml et le secrets.yml de mon environnement de production. Donc là, je crée ce dossier-là. Et à l'intérieur, donc je vais utiliser pour cela Vim, je vais dans shared/config et je vais créer un premier fichier que je vais appeler database.yml. Donc pour le coup, je ne vais pas forcément être très inspiré, je vais prendre le même truc que l'on a ici. Et hop, la base de données de production, je vais l'appeler tuto et je vais laisser le username et le password que l'on aurait ici. Mais après, vous pouvez utiliser les variables d'environnement ou utiliser une configuration supplémentaire si besoin. Là, encore une fois, je me suis simplifié les choses pour cette vidéo. Donc maintenant, je me rends au niveau de mon serveur et je vais coller la configuration. Et je sauvegarde. Donc je fais un coup de $WQ et je vais de la même façon modifier le fichier qui va contenir les clés. Donc là, c'est le fichier secrets.yml. Donc pareil, par défaut, si vous regardez votre configuration, lui, ce qu'il veut faire, c'est utiliser les variables d'environnement. Hop. Donc là, c'est hop, ici. Mais nous, on va plutôt mettre une clé ici. Voilà, hop. Et on va copier ça. Donc là, je passe en mode insertion et je colle. Du coup, au niveau de mon environnement local, je vais pouvoir lui dire de commencer à déployer. Donc, je vais d'abord lui demander de déployer la configuration. Donc là, ça va être cap production parce qu'on veut déployer pour la production, la configuration de Puma en faisant un coup de cap production Puma 2.config. Automatiquement, il va uploader dans le dossier que je lui ai demandé, dans le dossier shared puma.rb. Et ce fichier-là va contenir la configuration qui va être dans laquelle on aura les variables qui vont être injectées. Si je regarde un petit peu de quoi il s'agit, je vais dans le dossier shared et j'ouvre le fichier puma.rb. Voilà, je vois qu'il me dit, bon, ben par exemple, le fichier qui va contenir les erreurs va se situer ici. Ça, c'est le fichier qui va contenir l'ID du processus, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on voit le nombre de workers qui correspond à la variable que l'on a définie. Donc voilà ce qu'il fait en fait tout simplement, c'est qu'il upload simplement un fichier. De la même manière, on peut aussi uploader le fichier de configuration de Nginx. Donc automatiquement, il cherche à le publier dans le dossier par défaut. Donc c'est le dossier Seeds Available, il va faire ça, vous allez le voir automatiquement. Et ça, c'est plutôt pratique. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un fichier de configuration temporaire et ensuite il le déplace dans le dossier etc nginx Seeds Available, qui est la configuration par défaut. Encore une fois, si ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez faire ou si vous avez une configuration de Nginx différente de celle proposée ici par défaut, vous avez la possibilité d'écraser ça par des variables de configuration au niveau de votre fichier deploy.rb. Si je regarde ce fichier-là, donc c'est dans etc nginx seeds-available, après il fait un lien symbolique, et graphicart_dev comme je lui ai demandé. Donc à l'intérieur, il fait la liaison vers notre serveur Ruby on Rails qui va être lancé sur un fichier, donc dans ce socket-là. Et ensuite, il dit, bon, j'écoute sur le port 80, c'est relativement classique, si ce n'est ici, où il fait un proxy vers notre application Ruby on Rails.
Voilà, donc là, je laisse tout par défaut. Hein. Si jamais vous avez besoin de faire des modifications, faire des choses supplémentaires, ben, ça se fera au niveau de votre template, c'est-à-dire dans la partie template ici et nginx.conf. Et au passage, vous avez la possibilité d'activer le SSL et dans ce cas-là, il vous mettra toute cette petite configuration. Donc encore une fois, c'est relativement léger, mais vous pouvez tout à fait modifier ce template et l'adapter à vos besoins. Donc le dernier point qui va nous poser problème, c'est que pour fonctionner, Capistrano a besoin que le projet soit versionné quelque part. Alors c'est quelque chose que normalement vous faites par défaut, mais ici, vu que je viens d'initialiser le projet, ce n'est pas le cas. Donc vous pouvez le versionner sur des services tiers comme GitLab, Bitbucket ou GitHub, ou ce que vous pouvez faire, c'est l'héberger sur le même serveur. Et moi, c'est ce que je vais faire. Je vais me rendre un point en arrière et je vais créer un dossier que je vais appeler Git. Ouais, c'est pas très original. Je vais me rendre dedans et je vais faire un coup de git init-bar, histoire de démarrer un dépôt vide. Et du coup, je vais publier dans ce dépôt-là. Donc en local, je commence à initialiser mon projet avec Git en faisant un coup de git init. Et on est parti, on peut faire un coup de git add et on va rajouter tout. Ensuite, on fait un coup de git commit-m, mon premier commit. Et maintenant, je vais lui ajouter un dépôt distant. Donc, je fais un coup de git remote add, on va l'appeler origin. Ça sera vagrant, @monserveur, graphicart.dev. Et le dossier, ça sera /home/vagrant/git. Et enfin, je peux faire un coup de git push origin master. Et vu qu'il nous chie une pendule, donc ça me le fait souvent, hein, normalement c'est censé directement se connecter à un SSH, mais là il a décidé de ne pas le vouloir, alors on va pas l'embêter. Donc je vais me rendre dans mon dossier qui contient mon projet, je vais aller dans le dossier .git, et dans la configuration, je vais modifier donc le dépôt distant pour lui dire c'est bien, bel et bien, du SSH. Voilà. Maintenant, je refais un coup de git push. Et ça fonctionne correctement. L'avantage, c'est que maintenant que mon dépôt est versionné en ligne, je peux remplir la dernière configuration qu'il me manquait au niveau de mon fichier Capistrano, donc dans mon deploy.rb. Je peux lui dire que le repo URL, ça va être quelque chose. Donc là, on pourrait mettre un dépôt distant, hein, git, je sais pas quoi. Mais nous, en l'occurrence, ben, ça va être quelque chose qui va être sur le même serveur. Donc je lui dis, il faut que tu ailles dans le dossier /home/vagrant/git. Mais après, hein, encore une fois, ça peut véritablement être placé n'importe où. Maintenant, il sait comment cloner le dépôt et on va pouvoir déployer. Alors juste une dernière petite chose, on va vérifier la configuration de nginx. Pour cela, on fait un coup de sudo nginx-t. Et il nous dit bien, la configuration est correcte, impeccable. Du coup, ben, je vais recharger la configuration de nginx en faisant un coup de sudo service nginx reload. Et si j'essaie de me rendre sur la page qui correspond, donc c'est sur le port, ça va être sur le nom de domaine graphicart.dev, j'ai un bad gateway. C'est normal parce que pour l'instant, on n'a rien qui fonctionne. Si vous avez un bad gateway, c'est une bonne chose. C'est pas habituel, mais c'est une bonne chose. Donc maintenant, on va pouvoir déployer. Donc pour déployer, on fait un coup de cap production deploy sur notre environnement local. Donc automatiquement, il va envoyer les choses en ligne. Il va ensuite faire la liaison des différents dossiers. Donc c'est ce que vous voyez ici. Et il va bloquer un petit moment sur le bundle install. Donc là, il va installer les différentes gemmes qui se situent dans votre fichier gemfile. Donc encore une fois, ça peut prendre plus ou moins de temps suivant la puissance et la capacité de votre serveur. Donc une fois qu'il a fait le bundle install, il lance un coup de asset precompile. Donc là, c'est pour compiler les CSS et les JS. Donc à chaque fois, il vous dit ce qu'il fait ici et vous avez la commande réelle. Donc ça peut vous permettre aussi d'apprendre ce qui se passe derrière. Ensuite, il charge le backup manifest. Donc ça paraît en importance. Il fait une migration. Donc il utilise la commande db2.migrate, histoire de migrer les informations. Donc c'est pour ça qu'il fallait bien préparer la base de données. Il fait les liens symboliques, il précise les logs, et ensuite il fait un Puma start. Donc c'est à cet endroit-là où il va lancer votre serveur Puma. Donc il fait un coup de bundle exec Puma, et ensuite il va préciser le nom du fichier de configuration à utiliser. Et donc globalement ça permet de lancer le serveur Ruby on Rails. C'est vraiment cette commande-là qui va lancer le serveur. Ça crée un fichier de socket qui sera ensuite obtenu par nginx, qui fera proxy vers le serveur Ruby on Rails. Maintenant que le déploiement a bien réussi, si je réactualise la page,
je vois que je tombe sur une petite erreur, c'est normal parce que je n'ai rien à la racine, mais si je me rends sur la page de gestion des articles, ça fonctionne correctement. Et je peux comme ça modifier les articles et en rajouter et en supprimer si j'ai besoin. Si maintenant j'ai besoin de faire des changements au niveau de mon application, donc on imagine vouloir modifier un petit peu la vue, donc là maintenant je ne veux pas enregistrer, donc on va dans le dossier app, views, post, je modifie celle-là par exemple, et je vais l'appeler éditer un article. Donc je sauvegarde. Dès que je fais une modification, il faut du coup que je la commit. Donc là, je vais rajouter ces deux fichiers-là. Hop, et hop. Je vais appeler ce commit francisation de l'édition. Ouais, je suis très inspiré. Hop, je commit, je pousse ensuite. Et enfin, il me suffit de refaire un coup de cap Production Deploy. Il va refaire toutes les étapes. Alors cette fois-ci, ça va être beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a pas de changement ou peu de changement. Et hop, ma nouvelle configuration a été envoyée. Dès que je réactualise le site. Donc là, hop, il faut évidemment que je crée un nouvel article. Voilà, hop. Si je reviens et que j'édite, j'ai bien édité un article. Du coup, là, maintenant, j'ai mis en place mon système de déploiement. De la même façon, si je fais des migrations au niveau de ma base de données, automatiquement, lorsque je ferai un cap Production Deploy, il appliquera les mêmes migrations. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fonctionne vraiment tout seul. Donc au final, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps la première fois que l'on le fait, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à voir, mais une fois que l'on a mis en place le processus, déployer l'application est très très simple. Donc, petit récapitulatif de tout ce que l'on a fait. Donc, au niveau du serveur, qu'est-ce que l'on a fait? On a configuré le serveur pour héberger une application Ruby on Rails. Donc, globalement, il faut deux choses. Il faut la base de données, ou les différentes choses qui vont être nécessaires à Ruby on Rails pour fonctionner. Et il nous faut évidemment Ruby. Donc, pour Ruby, on a plusieurs solutions. On peut utiliser directement Ruby depuis un dépôt particulier. On peut utiliser RVM, qui nous permet de gérer plusieurs versions de Ruby suivant les différents projets que l'on héberge, ou RBenv. Ensuite, on a installé, donc, dans notre cas ici, MySQL et Node.js. Et enfin, on a préparé le dossier qui allait contenir notre application. Maintenant, côté local, ce que l'on a fait, c'est qu'on a installé Capistrano ainsi que d'autres gemmes qui permettent de gérer des automatisations avec Capistrano. Donc, on a installé notamment Capistrano Rails et Capistrano Puma. Donc Capistrano Rails permet de gérer toutes les tâches, donc on n'a pas besoin de les écrire liées au déploiement et à la précompilation des assets. Et Capistrano Puma permet de mettre en place la configuration Puma en ligne et aussi de mettre en place la configuration Nginx, qui est vraiment plutôt pratique, vous l'avez vu. En 2 temps 3 mouvements, on a une petite configuration Nginx fonctionnelle. Du coup, si vous voulez aller plus loin, vous avez deux possibilités. Donc d'abord, au niveau local, vous pouvez mettre en place des templates un petit peu plus avancés pour pouvoir mieux personnaliser et adapter votre configuration à votre environnement. Donc ça se fera, je vous le rappelle, dans le dossier Deploy Templates. Et ce que vous pouvez faire aussi, donc là, ça sera plutôt pour le côté serveur, c'est automatiser la partie où vous préparez le projet. Donc par exemple, vous pouvez utiliser des technologies comme Ansible, dont on a déjà parlé, pour préparer le projet, créer les différents dossiers dont vous avez besoin, installer RVM ou RBenv, préparer la base de données, et ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, voilà pour cette petite installation d'une application Ruby on Rails à l'aide de Puma et de Capistrano. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Ciao!